Voilà, bonjour et bienvenue dans Les Lumières, le podcast qui éclaire et qui essaie de nous donner une série de clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Martin Deduve. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, tu es alcoologue, tu vas nous expliquer ce que c'est. Tu es aussi directeur de la SBL Univers Santé depuis 15 ans, je crois, à peu près. Oh, même un peu plus. Et donc, on va parler avec toi d'alcool. On va parler avec toi d'assuétude. On va aussi parler de cette jeunesse que tu vois évoluer depuis quelques années maintenant. Donc des thèmes qui sont extrêmement contemporains parce qu'on a vraiment l'impression que cette jeunesse souffre et a besoin de davantage d'intervention. Donc commençons par le début. L'émission s'appelle Les Lumières. Et traditionnellement, j'ai toujours la même question. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, surtout professionnel, mais enfin de manière générale, a constitué un moment une lumière pour toi? Que ce soit une rencontre, une prise de conscience, quelque chose qui t'a emmené peut-être vers la vocation qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alors, c'est pas préparé. Qu'est-ce qui a constitué une lumière? En tout cas, sur le plan professionnel, j'ai eu le sentiment... d'abord, j'ai commencé par faire des études d'infirmier. J'ai travaillé dans des services d'urgence notamment, de traumatologie, donc dans un angle, on va dire, très mécanique, on va dire biomédical, une vision assez restreinte de la santé. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire un master en santé publique et j'ai eu le sentiment vraiment d'ouvrir mes œillères, de comprendre qu'en fait la santé c'était aussi de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie même, de l'éthique, du droit. Enfin bref, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une autre approche de la santé, beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète. Et ça, je pense que ça a été un vrai tournant aussi dans ma carrière d'ailleurs, parce que j'ai très vite quitté le monde biomédical de la santé pour m'orienter vers une approche beaucoup plus complète et surtout préventive. Ça va être l'objet, je pense, de notre discussion. Mais voilà, je pense que ça a été la première lumière pour mon parcours professionnel. Alors, tu es devenu alcoologue. Pourquoi l'alcool? Est-ce que tu étais un consommateur qui a vécu une expérience particulière ou est-ce que tu as vite considéré, tiens, là, surtout peut-être en étant dans un campus universitaire que tu n'as jamais tout à fait quitté puisque ton ASBL se trouve sur le campus de Louvain-la-Neuve, tiens, là, il y a un souci, il y a quelque chose qui est sous-estimé entre les dégâts que fait l'alcool et son acceptation sociale. Pourquoi devenir alcoologue? Et c'est quoi le problème aujourd'hui avec l'alcool? C'est un peu un hasard. Donc, au tout début de ma carrière de préventeur, comme disent les Français, donc on est en 2003. Donc j'ai commencé à travailler à Univers Santé en 2001. Juste après, j'étais en train de terminer mon diplôme de master en santé publique, orientation, promotion de la santé. Et 2003, on s'interroge, c'est la fête de la musique à Louvain-la-Neuve et dans le reste du pays, et on voit tout d'un coup que la Grand Place de Louvain-la-Neuve devient une Grand Place Smirnoff, pour le dire clairement, des énormes visuels de promotionnels, des hôtesses qui font des distributions gratuites de vodka. On est bien avant MeToo, donc les clichés restent tout à fait d'actualité, et on voit tout d'un coup qu'il y a des pratiques commerciales extrêmement agressives, extrêmement ciblées auprès de ce public-là. Alors moi-même, j'ai été un étudiant bien qu'un d'ailleurs, je me suis pas privé de faire la fête. Ça m'a d'ailleurs aussi causé quelques soucis dans mon trajet académique, pour être tout à fait honnête. Donc j'avais aussi pleinement conscience déjà à l'époque des risques potentiels de l'alcool. Et on s'est dit, tiens, ça vaut la peine quand même d'objectiver ça. Est-ce que c'est notre prisme d'adulte qui se modifie avec le temps et qui fait que notre niveau de tolérance diminue, ou est-ce qu'il y a une vraie modification des pratiques commerciales, publicitaires, des alcooliers et des pratiques de consommation qui ont tendance à augmenter? Parce que c'est vrai qu'on avait ce sentiment-là, cette impression, cette intuition-là. On est en 2003. À l'époque, dans le secteur de la prévention et de la promotion de la santé, on parlait beaucoup de cannabis. Ça faisait 10 ans que le cannabis était un peu le sujet. On parlait énormément de cannabis. Et en fait, on s'est dit, on va quand même revenir un peu sur cette question de l'alcool et on va essayer d'objectiver ça. On a du coup monté un projet avec notamment un colloque où on a abordé cette question sous des angles multiples. Non, évidemment épidémiologique et de santé, mais aussi médiatiques, légaux, etc., etc. Et
le premier constat qu'on a pu faire, outre les chiffres de la consommation et ainsi de suite, c'est qu'en fait, l'alcool reste de loin le psychotrope le plus consommé, y compris par les jeunes, évidemment. Et qu'il est totalement banalisé, hyper valorisé dans notre société, dans notre culture, et que c'est celui qui impacte aussi le plus la santé physique, mentale, sociale des populations, et y compris les jeunes. Et donc, est née de ce colloque l'envie de traiter cette question de manière d'un peu plus près, de s'y pencher sous tous ces aspects et de remettre un peu de nuance et de complexité parce que nous, les adultes, on a tendance à devenir un petit peu simplistes avec le temps. On voit bien le souci avec l'alcool, c'est que c'est un psychotrope assez sous-estimé dans ses effets, mais qui est au cœur de nos vies. Parce que quand on dit alcool, on pense aussi à terrasse. Là, on est une journée, par exemple, d'enregistrement où il fait très chaud, avec une culture populaire. Hein. On est, nous, la Belgique, le pays de la bière, mais on a aussi beaucoup d'amateurs de vin. Donc, ça reste à la fois synonyme de convivialité et d'une forme de plaisir. Et là où tu amènes, je trouve, une complexité qui est intéressante, c'est que tu n'es pas nécessairement dans une demande de prohibition. Non. Tu es dans le fait de dire il y a moyen de consommer, mais avec modération, en ayant conscience de ce que peut être une consommation problématique et ce que n'est pas une consommation problématique. Alors, comment est-ce qu'on articule ça vis-à-vis d'une population, d'une jeunesse, d'une population en général qui ne voit pas du tout l'alcool comme une drogue dont on mesure les effets, et quel est, pour ceux qui nous écoutent et qui se poseraient la question, comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une consommation devient un problème, ou qu'il faut faire attention, ou qu'on est encore dans quelque chose de modéré. Et quels sont au fond aussi, parce que je crois que tout le monde ne le sait pas, les effets délétères d'une consommation excessive d'alcool, sans tomber évidemment encore dans l'alcoolisme. En quoi ça nous affaiblit d'être peut-être trop dans les vapes de l'alcool plus qu'on devrait l'être? D'abord, sur la question des drogues, alcool compris, hein, l'alcool, qu'on le veuille ou non, est une drogue. Il faut se rappeler qu'il ne faut pas plutôt voir les choses de manière complètement manichéenne ou dichotomique, hein, comme s'il y avait soit aucun problème du tout, soit c'est un immense problème et qu'il n'y a pas d'échelle entre les deux. C'est un continuum. Il y a un continuum de la consommation, de l'abstinence jusqu'à la dépendance sévère, il y a un continuum de la consommation. Et ça veut dire qu'en parallèle de cela, il y a aussi un continuum de la prise en charge. Un continuum qui va de la promotion de la santé, prévention, réduction des risques, accompagnement, soins, réinsertion. Et donc, il y a un continuum de soins, un continuum de la consommation. Déjà, ça permet de remettre un peu de nuance. Et y compris même dans mes patients, ceux qui viennent me voir, celles et ceux qui ont un comportement de type, on va dire, binge, hein, qui ont tendance à ne pas boire tous les jours, mais quand ils boivent, c'est des grandes quantités, eh bien, ça fait partie de ces personnes, et elles sont nombreuses en Belgique, qui ont développé un rapport à l'alcool qui est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que soit je suis sobre, soit je suis défoncé, et entre les deux, il n'existe plus rien. Et donc, ramener de la nuance et de la complexité, c'est aussi ça. Et le continuum du soin, on a un peu tendance à l'oublier dès qu'on parle de drogue et ou d'alcool. Ça veut dire aussi qu'en matière de législation, c'est un peu ça aussi. C'est un peu tout ou rien. Et l'alcool est aujourd'hui un peu tout et les autres un peu rien, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est soit hyper libérale, soit hyper prohibitionniste, alors que, en fait, toutes les études scientifiques convergent, ou quasiment toutes les études scientifiques et les expériences à l'étranger convergent vers l'intérêt de faire une régulation publique stricte des drogues, de manière générale. Et que c'est ce qui fonctionne le mieux, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social et économique. Donc, c'est une incompréhension, et notamment... On est en 2026, on a un gouvernement qui dit vouloir gouverner sur base, de vouloir gouverner comme des ingénieurs et pas comme des poètes. Eh bien, la science est relativement claire sur la manière dont il faut aborder les choses, mais pourtant, ça fait 20 ans qu'on le dit et ça fait 20 ans que rien ne bouge en la matière. Donc, on est dans des approches extrêmement caricaturales sur le plan politique. Et donc, la nuance et la complexité, moi, j'essaye aussi de le mettre dans le soin. Et d'aborder, de proposer à mes patients une approche qui
fait en sorte d'essayer de rééduquer progressivement, avec le moins de frustration possible, le plus de compétences possible, vers une rééducation de son rapport à l'alcool, parce que ça passe souvent par là. Et il faut essayer de comprendre la fonction du produit. Si on ne traite que l'alcool, entre guillemets, ou que le produit, eh bien on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin ou envie de consommer? Et donc, c'est tout un travail de rééducation. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est qu'une consommation problématique? Eh bien, d'abord, il y a plusieurs définitions. Il y a celle du DSM-5, qui est la Bible des pathologies psychiatriques, et qui définit des seuils. Et d'ailleurs, les psychiatres partout dans le monde ne sont pas toujours d'accord pour dire quel est le bon seuil de consommation. Donc, on va aller vers une autre manière d'appréhender les choses, qui, d'abord, la première chose, c'est de se dire, tiens, l'alcoolisme, la dépendance à l'alcool, c'est perdre la liberté de s'abstenir de boire. Donc ça, c'est peut-être un premier angle, mais qui est un angle un peu restreint quand même. Il y a pas mal de gens qui sont capables de s'abstenir de boire à certains moments, pas capables à d'autres, qui sont dans certaines périodes de leur vie incapables de s'abstenir et puis tout à fait capables parce qu'ils se reprennent en main, ils ont envie de faire les 20 km de Bruxelles et que tout d'un coup ils arrêtent tout pour reprendre de plus belle après. Enfin bref, les modèles de consommation, ils sont multiples et donc il faut en tenir compte. Deuxièmement, peut-être un repère pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de dire, à partir du moment où je m'interroge sur ma consommation, ça vaut la peine de consulter. Ça vaut la peine d'aller voir un ou une spécialiste pour se pencher sur la question. Tout simplement parce que dès qu'on se pose la question, ça veut dire que quelque part, on a une intuition personnelle et qui est relativement juste de se dire, tiens, peut-être qu'à certains moments, voire plus régulièrement, ma consommation me pose des soucis, ou m'interpelle, ou a déjà un impact sur ma santé physique, sociale, mentale, etc. Donc, se poser la question, c'est déjà un indicateur de se dire ça vaut la peine de consulter. Par ailleurs, il faut savoir quand même que celles et ceux qui se posent des questions ne sont pas seuls. Il y a environ 15% de la population belge qui a un trouble de l'usage de l'alcool. 15%, c'est une personne sur 7. Et en plus, qui se ressemble, s'assemble. Nous sommes des êtres grégaires et donc finalement, on a tendance à s'entourer de gens qui ont des profils de consommation un peu identiques aux nôtres. Et donc finalement, dans nos groupes, si on est soi-même un gros consommateur, on va plutôt tendance à avoir des gros consommateurs, consommatrices autour de soi. Et donc finalement, on se dit... ma consommation est plus ou moins normale, vu que les autres autour de moi me confortent dans ma consommation. Et donc, il y a un biais de lecture aussi pour les personnes qui souffrent d'un trouble de l'usage de l'alcool. Troisièmement, sur 100 personnes qui présentent un trouble de l'usage de l'alcool en Belgique, il n'y en a que 15 qui vont être diagnostiquées et que 8 qui vont être prises en charge. C'est ce qu'on appelle le treatment gap. Le treatment gap, c'est la différence entre le nombre de personnes qui souffrent donc d'un problème de santé et le nombre de personnes qui se font réellement accompagner pour ce problème de santé. Il est colossal en matière d'alcool. 92% des personnes passent sous le radar, pour le dire autrement. Or, autre donne, c'est que les personnes qui présentent un trouble de l'usage de l'alcool mettent en moyenne 18 ans avant de consulter. Évidemment, plus on attend, plus le problème s'aggrave. Donc, il faut vraiment changer notre discours, notre manière d'appréhender ces questions autour des consommations et de faire en sorte que les gens consultent plus tôt. Parce que plus elles viennent tôt en consultation, plus on a de chances, de possibilités, quelque part, de rééduquer son rapport à l'alcool et de ne pas devoir d'office passer par une vision abstinentielle de la consommation. Et pour ceux qui nous écoutent, aller consulter, ça veut dire quoi? En parler peut-être à son généraliste d'abord. Ça commence par là. Et puis aller se faire un alcoologue comme toi. Vous avez pignon sur rue. Alors, comme moi, peut-être pas, parce que ma consultation est pleine, mais en tout cas, chez mes confrères, mes consoeurs, commencer par son médecin généraliste. On peut en parler, si on ne souhaite pas le faire avec son médecin généraliste, on peut en parler avec son ou sa psy. On peut déjà en parler aussi avec son entourage. Bref, commencer à mettre des mots sur ses interrogations, c'est déjà faire un travail sur sa consommation. Et donc, si j'essaie de résumer quelques balises, si on en est dans du tout ou rien, c'est-à-dire faire des gros binge drinking et puis des états de sobriété, on peut quand même se poser une ou deux questions. Si on se rend compte qu'on a besoin d'alcool un peu régulièrement, souvent,
tous les jours, tu n'as pas indiqué de fréquence de consommation souhaitable ou souhaitée. Peut-être que même comme Bali, ça pourrait aider les gens, mais je vois bien que c'est pas le critère principal. On peut le faire. Le critère principal, c'est d'abord, tiens, est-ce que je peux me passer d'alcool 1, 2, 3, plusieurs jours? Mais peut-être que oui, les gens qui nous regardent se disent, tiens, je bois un verre par jour. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est déjà trop? Ou est-ce que ça va encore? Puisqu'il y a l'addiction elle-même, mais il y a aussi tous les trous, enfin, il y a aussi les conséquences que ça a simplement sur la santé à moyen et à long terme. 200 pathologies sont liées à l'alcool. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. C'est la troisième cause de mortalité toute confondue chez les adultes. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Oui, l'alcool a un impact important sur notre santé individuelle et collective. Maintenant, quels sont les repères? D'abord, si on veut des repères on va dire, de consommation à moindre risque, je n'ai pas dit à dire risque nul, malheureusement ça n'existe pas. C'est aussi un vrai changement de paradigme, c'est que ce message commence à passer, qu'il n'existe pas de consommation d'alcool sans risque. Cela dit, à risque moindre, c'est les repères du Conseil supérieur de la santé, ils sont assez simples. 10 unités, on reviendra sur le concept d'unité, 10 unités d'alcool par semaine, à répartir sur plusieurs jours et plusieurs jours sans boire. Tout ça en même temps. Voilà. D'accord. Et une unité, c'est quoi? C'est un verre? Alors, bonne question. Évidemment, une unité, à quoi ça correspond? C'est ce qu'on appelle des verres standards d'alcool. Évidemment, si on veut comparer des pommes avec des pommes, il faut quand même qu'on ait des balises. Si vous prenez une bière de type Pils ou une bière spéciale qui ressemble par exemple particulièrement à mon nom de famille, eh bien on a déjà une différence de 2,5, un facteur fois 2,5 entre, pour le dire clairement, une Pils à 5 degrés ou une bière spéciale de 33 centilitres, une Pils de 25 centilitres à 5 degrés ou une bière spéciale de 33 centilitres à 9 degrés, on fait fois 2,5. Donc, avec cette bière spéciale, je bois 2,5 verres. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un patient qui m'appelle un jour pour un premier rendez-vous et qui d'emblée au téléphone me dit voilà, je voudrais vous voir parce que je pense que je bois trop et je bois en moyenne 2 à 3 verres de vin par jour et souvent je rajoute 1 à 2 verres de whisky derrière. Je dis ok, écoutez, on verra ça en consultation. Il arrive en consultation, première consultation, on prend un peu le temps, on fait connaissance. Donc, un premier rendez-vous chez moi, c'est 1h20 environ. Et on fait connaissance. Et puis, à un moment donné, je reviens, je me dis, mais tiens, vous m'aviez parlé de 2 à 3 verres de vin par jour. Est-ce qu'il y a parmi ces verres, parce qu'il se fait que dans mon cabinet, j'ai une collection de verres, est-ce qu'il y a parmi ces verres un verre qui ressemble à ce que vous utilisez d'habitude? Et j'ai en gros du petit verre ballon jusqu'à la piscine, le bon grand verre. Il choisit la piscine, donc je lui donne un bon grand verre et je lui donne une bouteille de vin avec de l'eau dedans et je lui dis servez-vous comme vous le faites d'habitude. Vous rentrez du boulot, vous vous servez votre premier verre, comment ça se passe? Il se sert. Et évidemment, à un moment donné, je vérifie la quantité exacte qu'il a mise dans son verre. Donc, il se sert comme il le fait d'habitude. Je vérifie ensuite. Il se servait 25 centilitres. 25 centilitres de vin à 12, 13, 14, 15 degrés. Eh bien, en fait, on est entre 2,5 et 3 unités standards d'alcool, l'équivalent de 2,5 à 3 bières standards, on va dire. Donc, on est déjà à des consommations assez importantes. 25 centilitres, je vous rappelle qu'une bouteille de vin fait 75 centilitres, donc 2 à 3 verres, à 3 verres, la bouteille est vide. Je fais le même exercice avec le whisky, qui lui titre à 40 degrés. Il se fait qu'il mettait 15 centilitres dans son verre, au lieu de 3 centilitres pour avoir l'équivalent de nouveau d'une dose standard d'alcool. Donc cette personne qui pensait boire 3 à 5 verres par jour, en fait était entre 8 et 20 verres par jour. Donc le concept d'unité d'alcool, il est essentiel. J'imagine qu'on va un peu parler politique. Ça fait partie des revendications que nous avons, c'est de demander simplement aux législateurs d'imposer le fait d'indiquer le nombre d'unités d'alcool sur chaque bouteille. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne coûte rien à personne, ni aux producteurs, ni aux législateurs. Donc, allons-y. Tous mes patients deviennent des spécialistes du comptage des unités. Or, c'est encore une mesure qui n'a pas passé la rampe. C'est incompréhensible. Matériellement, ce serait comme un Nutri-Score. C'est-à-dire que sur l'étiquette, tu aurais cette bouteille contient 2, X. 3, 1, peu importe, unité d'alcool. Enchaînons sur la politique, parce qu'on parle beaucoup de plan alcool. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan alcool qui te paraît satisfaisant? Et si tu étais aux manettes politiques ou si tu croisais des gens qui font de la politique,
qu'est-ce que tu recommanderais comme mesure? Et on peut tout balayer. On peut parler de la jeunesse, on peut parler de la conduite, on peut parler du lien entre prévention et soins. Si tu devais dessiner 4-5 priorités, où là vraiment on est en retard. Alors, il y en a plein. En matière de drogue et d'alcool, parce que vu qu'on déborde aussi un peu du sujet. Démarrons avec l'alcool, mais on peut après effectivement aller sur... D'abord, avec l'alcool, une première mesure, comme on vient d'évoquer, c'est indiquer le nombre d'unités d'alcool. Ça prend 1,5 cm². On a fait une proposition très concrète. 1,5 cm² sur une étiquette. C'est quand même pas grand-chose. Et je le répète, ça coûte rien à personne et ça aiderait tous mes patients déjà. Les producteurs doivent juste changer leurs étiquettes. Mais oui, ils le font régulièrement pour des raisons commerciales. Donc, visiblement, donc ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc, premier élément. Deuxième élément, il faut savoir que l'alcool est le seul produit pour lequel que vous consommez, que nous consommons, pour lequel nous n'avons pas l'information nutritionnelle. Donc, on ne sait pas le nombre de calories par 100 millilitres, les glucides, protéines, lipides, etc. On n'a pas cette info. Ça, c'est le résultat d'un travail de lobby assez important du secteur viticole, particulièrement français, qui a fait pression sur ses députés européens et qui a fait que l'Europe n'a jamais adopté un étiquetage obligatoire en matière d'alcool. Parce que les gens n'ont pas conscience qu'en prenant de l'alcool, si on ne prône pas du tout de prohibition, mais en effet, il y a un aspect calorique qui est extrêmement important. Est-ce que tu connais le nombre de calories par gramme de sucre? Non. 4 kilocalories par gramme de sucre, 7,1 par gramme d'alcool. Donc l'alcool est presque deux fois plus calorique que le sucre. Donc une manière de diminuer son poids, pour ceux que ça intéresse avant les plages de l'été, est simplement aussi de réduire sa consommation. Ça peut déjà aider. Donc une bière, c'est entre 100 et 130 calories. Une simple bière, si on monte sur des bières spéciales fortes, comme je les ai évoquées il y a quelques minutes, là on peut atteindre jusqu'à 300 calories. Un verre de vin, on est entre 70 et 110 calories, donc, voire un peu plus. Donc ça peut aller très très vite. Okay. Donc au-delà des questions caloriques, c'est simplement le consommateur a le droit d'être informé, or c'est une information dont il ne dispose pas. Donc l'étiquetage unité de verre, l'étiquetage calorique. L'étiquetage aussi de composition. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bouteille? On ne sait pas. À part, maintenant, ils sont obligés de mettre si ça contient éventuellement des sulfites, mais c'est la seule information. Vous ne savez pas ce que vous consommez. Donc c'est aussi une aberration. Et dans les mises à disposition, notamment pour la protection de la jeunesse, est-ce que la législation actuelle suffit? Est-ce que tu irais plus loin sur l'interdiction de boire et de conduire? Est-ce qu'on doit être... est-ce que les débits d'alcool, mais qui sont aussi un oreca dont qui ne va pas forcément bien aujourd'hui et qui culturellement et commercialement a aussi besoin de vendre de l'alcool pour subsister, puisque ce n'est pas un secret, les restaurants, les brasseries, les cafés font quand même leur marge sur l'alcool, et donc il faut trouver un équilibre. Est-ce qu'en termes purement d'autorisation, est-ce qu'on est là au point, ou est-ce qu'il y a peut-être encore des dispositions à prendre, et tout doit être plutôt sur du préventif et de l'information, puisque c'est ça qui te paraît manquer? Ou est-ce qu'il y a aussi du répressif qui devrait être un peu plus appliqué? Alors le répressif, moi je le vois simplement sur une clarté, un besoin de clarté de la législation. Donc moi je ne suis pas spécialement favorable à ce qu'on durcisse les règles, si ce n'est peut-être sur l'âge, parce que là il y a un vrai flou problématique en Belgique, et d'ailleurs la Belgique commence à être un peu isolée en la matière. Développons un peu. On a une distinction 16 ans et 18 ans en Belgique. 16 ans pour faire simple, parce que la législation est plus complexe encore que cela. C'est bière et vin sont autorisés à partir de 16 ans et les alcools forts à partir de 18. Mais déjà, ça ne reflète plus du tout la réalité du marché. Il y a plein de produits hybrides qui mélangent les uns les autres, et donc, en fait, personne ne sait. Résultat des courses, plus de 90% des commerces ne respectent pas la législation. Donc ça montre bien qu'il y a un problème. À partir du moment où une loi est totalement niée, c'est que la loi est mal faite. On peut en tout cas se poser la question. Deuxièmement, je le répète, l'alcool, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une étude très importante qui a été menée par David Nutt en 2010, c'est le produit psychotrope qui a le plus d'impact social, sanitaire et économique. Le plus. Devant l'héroïne, devant la méthamphétamine, devant le crack, devant la cocaïne. Enfin, voilà, il faut quand même se le dire. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même un traitement législatif de l'alcool qui est un peu étrange. Si demain, je te dis, on va
pouvoir faire de la publicité pour du Valium et du cannabis, tu vas dire, ou même du tabac. Tu vas dire, non, enfin, ça n'a aucun sens. Et pourtant, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en matière d'alcool. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la publicité n'importe où en matière d'alcool? C'est vrai, c'est un peu réglementé tout de même. Alors, c'est très, très peu réglementé. C'est très, très peu réglementé. Donc là, on pourrait aller plus loin. C'est quoi, s'aligner sur le tabac, ne plus faire de pub du tout pour... évidemment, c'est une évidence. OK, hein, ça a le mérite d'être clair. Oui, non, mais c'est une évidence qu'il faut interdire la publicité pour l'alcool. L'État est aujourd'hui complice de nos surconsommations par son inaction ou par son flou juridique, etc., etc. Ce qu'il finit d'ailleurs par payer en soins. Et il le paye très très cher. Nous le payons tous très cher. Ça coûte, je le répète, minimum, parce que c'est une étude finalement qui tient compte que d'une partie des coûts sanitaires et sociaux, entre 4 et 6 milliards d'euros par an pour la Belgique. 4 et 6 milliards, c'est 1 point de PIB. Donc c'est tout de même énorme. Et d'ailleurs, c'est probablement très sous-estimé. Il y a une étude qui a été menée en France, une étude d'envergure, qui a été menée en France sur l'impact économique de la surconsommation d'alcool. Or, les patterns de consommation en France et en Belgique sont pas si éloignés que ça. Pour la France, c'est 102 milliards d'euros par an que ça coûte. Et donc, si on rapporte ça à l'échelle belge, on serait aux alentours de 14 milliards pour la Belgique. Donc, ça coûte extrêmement cher à la société. Mais alors, pourquoi cette apparente frilosité du monde politique? Est-ce que c'est parce que l'alcool est tellement dans notre culture aussi qu'on n'a pas envie, comme politique spécialement, de paraître comme un père la morale qui prône de la sobriété et qu'on a du mal à avoir le discours qui, à mon avis, pourrait être audible, à savoir, mais vous pouvez consommer simplement, oui, avec modération, même si c'est cliché de le dire, et sans tomber dans une assiduité qui va vous coûter cher et nous coûter cher en société. Est-ce que c'est pas alors aussi au niveau de la jeunesse qu'on rate quelque chose? Est-ce que dans les écoles, il y a une sensibilisation quelconque à l'alcool? Comment ça se passe aujourd'hui dans les universités? Tu es sur un campus, je suis à l'ULB, mais bon, je me souviens des 24 heures vélo qui existent, je suppose, toujours, et tu es directeur de ton ASBL et tu es dans ce secteur depuis assez longtemps pour avoir vu aussi une évolution peut-être sur 15 ou 20 ans. Est-ce que le rapport des jeunes à l'alcool a évolué? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de collectivement, là, rater une sensibilisation dès le plus jeune âge à la consommation d'alcool, à savoir, il y a d'autres voies entre ne rien consommer et se faire des binge drinking et soyez plus responsables dans ce que vous faites? On va revenir sur les jeunes, mais quand même, je pense que les adultes doivent d'abord regarder, mettre un peu leur nez dans leur propre verre, quoi. Et notamment les politiques. On parlait de nuances et de complexité, c'est pas très à la mode. Ça, je t'apprends rien. On fait aujourd'hui de la politique à coups de tweet, et donc forcément, en 140 caractères, on peut pas apporter beaucoup de nuances et de complexité. Et c'est un vrai problème. Et sur les questions de drogue, d'alcool, c'est évidemment un problème, mais c'est un problème pour toutes les problématiques de société qui sont toujours complexes, qui sont nuancées, qui sont entre gris clair et gris foncé, elles sont jamais blanches ou noires. Et sur ces questions-là, eh bien, on le voit, la législation et le législateur pêchent énormément. On a une législation qui est inadaptée, on manque de clarté sur la question des jeunes, sur la limite d'âge entre 16 et 18 ans, pour revenir là-dessus. Moi, je pense qu'il faut un critère relativement clair, et puis à partir de ce moment-là, on peut surtout soutenir la prévention, la sensibilisation. C'est ça qui a le plus d'impact. On le sait, ça a le plus d'impact à moyen et long terme. Mais la politique se fait plutôt à court terme. Donc, on a du mal à prendre des mesures un tant soit peu ambitieuses à moyen et long terme parce que la politique se fait à court terme. Or, sur ces questions-là, drogue, alcool, eh bien, il faut voir ça à beaucoup plus long terme, investir dans la prévention. D'abord, si les arguments sanitaires ne suffisent pas, une étude parue dans le Lancet, qui n'est même pas un journal quand même relativement sérieux, 1 euro investi en prévention, 14 euros récupérés en termes de coûts de soins de santé. Je ne sais pas si tu connais des investissements plus rentables que celui-là, mais honnêtement, moi, je pense que ça vaut la peine de miser dessus. Deuxièmement, clarifier la législation, faire en sorte que l'État ne soit plus complice, mais ça va aussi avoir un autre effet bénéfique sur la santé des populations, évidemment, et sur la santé économique du pays. Bref. Maintenant, revenons aux jeunes. Nous, les adultes, souffrons de jeunisme.
On veut rester jeune le plus longtemps possible, dans sa tête, dans son corps, on met des crèmes de jour, des crèmes de nuit, on porte des baskets à 50 ans, j'en ai au pied là pour l'instant, enfin bref, on veut rester jeune le plus longtemps possible. Et en même temps, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Ils ne respectent plus rien, n'ont plus aucune valeur. Donc on est très vite dans la caricature, quoi. Donc on a ce rapport un peu paradoxal avec la jeunesse. On a un rapport paradoxal avec l'alcool. L'alcool, c'est la fête, l'amusement, le partage, la convivialité, nos moments de famille, que sais-je. Et puis, c'est aussi les accidents de la route, les pathologies chroniques, et ainsi de suite. Donc, on a ce rapport paradoxal avec l'alcool. Quand on met jeune et alcool ensemble, on a des problèmes de représentation au carré, nous, les adultes. On a tendance à être très caricatural et à vite pointer les jeunes du doigt, alors qu'en fait, on est les premiers exemples quand même, en termes de consommation et de pratique. Donc, rappelons-nous ça régulièrement. C'est bien, évidemment, il faut s'inquiéter de ce qui se passe chez les jeunes, mais il faut aussi s'inquiéter de ce qui se passe chez les adultes parce que ce sont les premiers porteurs de messages, en fait. C'est eux qui transmettent. Mais oui, c'est eux qui transmettent, c'est eux qui mettent en place des pratiques commerciales dégueulasses, c'est eux qui font en sorte que l'alcool soit présent dans toutes nos activités, c'est éventuellement même les parents qui poussent le jeune à prendre son premier verre. Oui, j'allais en parler. Il y a aussi le cadre familial, une majeure partie de l'éducation se fait. Ou d'ailleurs, ça peut avoir du sens aussi, qu'un jeune, pour la première fois, boive un verre de vin avec son père ou sa mère, pour un minimum d'éducation à cela. Simplement, il peut aussi tomber dans un environnement où, très vite, la consommation des adultes va complètement déteindre sur celle des enfants. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et donc l'éducation, la prévention même des jeunes passe par la prévention des adultes, par exemple par notre rôle en tant que parents. C'est ça que évidemment, c'est pour ça. En fait, la prévention, elle doit être... il y a un concept en promotion de la santé qui est l'universalisme proportionné. L'universalisme proportionné, c'est dire qu'il faut faire de la prévention, mais qu'il faut doser un peu cette prévention, cette promotion de la santé en fonction des besoins spécifiques des populations spécifiques et des publics spécifiques. Donc il faut des messages généralistes, et puis il faut aussi des messages un peu plus spécialisés en fonction des publics et des difficultés spécifiques. L'universalisme proportionné, je l'explique un peu simplement, mais voilà, en gros, il faut faire ça. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. On n'a absolument pas les moyens de le faire. Sur 100 € investis en soins de santé, on a 0,6 € investis en prévention. Est-ce que c'est une cause institutionnelle parce que ce n'est pas les mêmes acteurs? La prévention est a priori du domaine des communautés et le soin est du domaine fédéral, et donc on pourrait dire que ce n'est pas la même main qui soigne et ce n'est pas la même main qui prévient. Ça peut peut-être jouer. Au niveau national, j'avoue que je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a un plan national anti-alcool qui unit tout le monde et qui va dans la même direction? Est-ce qu'il y a une cause institutionnelle à cela? Ou est-ce que tu crois que c'est de la paresse politique parce que, oulala, c'est trop compliqué comme sujet et on va se mettre à dos aussi tous ceux qui consomment de l'alcool et qui n'ont pas envie qu'on regarde ce qui se passe dans leur verre? Alors c'est un peu tout ça. Effectivement, il y a une lasagne institutionnelle qui fait que, notamment, les politiques de prévention et de promotion de la santé sont portées aujourd'hui par les régions. Donc c'est elles qui sont compétentes. Mais le principal bénéficiaire de ces politiques, c'est l'État fédéral, évidemment, à travers la sécurité sociale. Donc on a... les régions payent et l'État fédéral reçoit, pour faire simplement. Nous, on revendique depuis longtemps que les politiques de santé soient réunifiées dans les mêmes mains, ce qui serait plus... Ce serait assez logique. Deuxièmement, il y a effectivement une frilosité politique d'aborder ces questions avec nuance et complexité. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de scinder alcool et autres drogues. Il faut avoir une politique drogue et alcool commune. Il faut aborder ça de manière un peu sensée et sur base de la science, qui dit clairement ce qu'il faut faire, en fait. Donc, il faut sortir de ce paradigme produit par produit. Il faut sortir de ce paradigme plutôt prohibitif d'un côté, voire très prohibitif d'un côté, et très ultralibéral de l'autre. Et je le répète, toutes les données scientifiques montrent qu'une régulation publique stricte est ce qu'il y a de plus efficace. Ça permet aussi de récolter énormément de moyens, éventuellement. À partir du moment où on travaillerait ces questions de régulation publique des drogues, on récupérerait énormément de moyens pour pouvoir faire de la prévention et pour pouvoir finalement atteindre aussi les consommateurs avec cette prévention. Le Portugal, c'est pas si loin, le Portugal a depuis plus de 20 ans dépénalisé tous les usages de drogue.
Même la cocaïne? Tous les usages, Ah bon? Ok. quels qu'ils soient. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, je parle de dépénaliser les usages. Le deal, etc., reste tout à fait prohibé. Résultat des courses, ils ont divisé par 2 le nombre d'héroïnomanes, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, en fait, déjà, ça donne un signal clair, c'est de dire on déstigmatise les usagers. La problématique de consommation, c'est une problématique, quand elle apparaît d'ailleurs, une problématique de santé d'abord. Ce n'est pas une problématique pénale. En fait, ça ne sert à rien de mettre les personnes qui consomment en prison. C'est une aberration. C'est une problématique de santé. Donc le simple fait déjà de déstigmatiser les consommateurs fait qu'ils sont 2 fois à 3 fois plus nombreux à se déclarer consommateurs. À se dire, bah tiens, en fait, moi je consomme et j'ai peut-être besoin d'aide. Donc ça a un premier effet bénéfique. Deuxièmement, ça change aussi le rapport que les gens ont sur ces questions-là. Et dire, mais en fait, c'est une problématique de santé. Ce n'est pas une problématique de crime, c'est une problématique de santé. Et donc, on en parle aussi plus facilement autour de soi, on en parle plus facilement pour soi-même, mais on s'en inquiète aussi plus facilement, plus collectivement, dans la famille, etc., etc. Donc tout ça a des répercussions positives. On a des données, c'est largement étayé. Deuxièmement, on voit qu'il y a toute une série de pays maintenant qui ont légalisé le cannabis avec des modèles très différents. De nouveau, un modèle très contrôle strict ou un modèle très libéral. Et là aussi, maintenant, on a suffisamment de données pour savoir quel est le bon modèle, en fait. Et quel est le bon modèle? Alors, le modèle, évidemment, il est plutôt vers la régulation publique stricte. Si on fait un cannabiland, là, on voit bien que finalement, on se retrouve avec des taux de THC qui sont très puissants, avec des joints plus gratuits, etc., etc. Et donc, toutes les dérives du marché ultralibéral. Mais il ne faudrait pas la faire à la canadienne, alors? C'est-à-dire, non seulement autoriser la consommation, mais encadrer la production. Parce que le problème de modèles comme les Pays-Bas ou peut-être le Portugal, c'est que si tu autorises la consommation, mais pas la vente, forcément, tu gardes évidemment, tu donnes le contrôle toujours aux trafiquants. Aux criminels, oui. Et tu ne contrôles pas aussi la qualité du produit. Ouais. Et tu ne peux pas facilement continuer à l'interdire aux mineurs, ce que nous, on ferait d'ailleurs si on légalisait le cannabis. L'ONU a acté aussi l'échec de la politique de prohibition. Enfin, je veux dire, c'est une politique qui coûte plusieurs milliers de milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, milliers de milliards de dollars, et qui est aujourd'hui en échec. On en raye environ 2 à 5% du marché avec cette politique. Vous êtes producteur de yaourt, vous avez le même taux de perte. Donc, sur la ligne de production, il va y avoir 2 à 5% de déchets. Bon, bref. Donc tu plaides globalement vers une forme de libéralisation. Oui. Donc, il faut une libéralisation. Mais alors, le modèle canadien, intéressant, mais il n'est pas parfait. Mais effectivement, d'abord, il est très évalué. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup de données. Je pense qu'il faut aller entre un modèle canadien et un modèle uruguayen. L'Uruguay a aussi mis en place, là, pour le coup, une régulation très stricte, maximum 10% de THC, vente exclusivement en officine, avec autoculture autorisée jusqu'à, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est 5 plants. Enfin, bref, c'est très strict. Mais on voit que plus c'est strict, plus le marché parallèle résiste, évidemment. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais en gros, maintenant, on a suffisamment de données pour savoir vers quel modèle il faut aller. Et on sait que ça rapporte beaucoup d'argent et que ça permet finalement de remettre pas mal de gens dans le circuit de soins. Enfin bref, ça n'a que des bénéfices et ça n'augmente pas fondamentalement les consommations. Donc on a beaucoup de données maintenant pour y arriver. Ok, c'est intéressant. Un mot encore sur cette jeunesse et ses assuétudes. Il y a l'alcool, il y a la cocaïne qui ont aussi... est très présent dans notre pays, en Europe, surtout depuis le Covid. Il y a peut-être aussi un effet Covid sur la santé mentale. Et toi qui es bien placé, j'aimerais qu'on parle un instant de la santé mentale. On voit bien que c'est, pour une grande partie de notre jeunesse, mais aussi des plus âgés, clairement, devenu un vrai souci. Est-ce qu'on a un problème particulier avec une génération Covid qui a peut-être subi plus de troubles que d'autres, ce qu'on peut peut-être voir maintenant à l'université et ailleurs? Est-ce que tu vois les pratiques d'assuétude évoluer? On a parlé d'alcool, on a parlé de cannabis, on a parlé de cocaïne, on pourrait aussi parler à un moment des écrans, tellement les écrans eux-mêmes nous absorbent, même si les gens qui nous regardent sont par définition là maintenant devant un écran, on passe tous une grande partie de notre journée devant. Est-ce que tu vois évoluer une thématique d'assuétude et de santé mentale de manière plus forte qu'avant?
Alors, il se fait que tu tombes bien avec ta question parce que hier, nous avons analysé les dernières données de l'enquête santé mentale en milieu étudiant. Donc, ça reste un milieu très spécifique, mais voilà. Nous avions des données de 2021, donc 2021-2022, juste post-Covid, elles étaient catastrophiques. Signes d'anxiété, angoisse et dépression, 3 échelles validées internationales. Les scores étaient absolument ignobles, avec des taux énormes de problématiques de santé mentale. Bonne nouvelle quand même, c'est que les dernières données qu'on a, 2024, 2025, eh bien, en fait, ça a fortement diminué. Mais ça n'a pas encore atteint le niveau pré-Covid. Donc, il reste quand même des problématiques de santé mentale augmentées par rapport à la situation d'avant Covid. Deuxièmement, évidemment, il y a l'effet Covid, mais il y a aussi la société dans laquelle nous évoluons, qui est quand même plutôt angoissante. On voit bien que la situation internationale est très angoissante, elle est très instable. On a aussi une forme d'individualisme qui est poussée à outrance, et notamment par les réseaux que tu évoquais. Et de bonnes raisons d'avoir envie de se réfugier dans les assuétudes. Enfin, en tout cas, elles sont compréhensibles. Oui, c'est ça. Et on le sait, toutes les périodes d'instabilité ont tendance à montrer en corrélation, il y a une corrélation quasi immédiate avec la consommation de psychotropes ou de pratiques addictives. Ça peut être faire du sport à outrance, ça peut être utiliser les écrans à outrance, s'isoler socialement, etc., etc. Et donc, il faut s'en inquiéter. Et puis, par ailleurs, la santé mentale, bien qu'on a un système de soins qui soit super en Belgique, on a quand même un problème d'accès à la santé mentale. Si je parle du domaine que je connais bien, qui est le domaine de l'alcoolologie, si vous voulez un rendez-vous chez moi, ça va prendre 5 à 7 mois. Ouais. Si tu as besoin d'un psychiatre, ça va prendre entre 2 semaines au mieux à plusieurs mois au pire. Il y a peu de place dans les centres de santé mentale, voire pas de place du tout, alors que c'est des situations qui ont besoin d'un traitement immédiat. Donc on manque de structure, on manque de moyens en santé mentale. Et c'est vrai que, alors quand même, de nouveau, un peu de nuance et de complexité, c'est vrai qu'on voit quand même dans le chef de nos responsables politiques de tous bords, une attention un peu plus grande à la santé mentale aujourd'hui qu'hier. Donc, bonne nouvelle, ça progresse. Mais c'est beaucoup trop lent. Il faut vraiment renforcer fondamentalement cela. Il y a aussi une attention plus grande à la prévention et à la promotion de la santé que ce que je n'ai jamais vu dans ma carrière. Donc, aussi, bonne nouvelle. Il y a des progrès. Mais là aussi, c'est extrêmement lent et avec des moyens qui sont totalement dérisoires. OK. Je pense qu'on a déjà fait un beau tour. J'essaie de résumer. Donc on a parlé de sensibilisation plus grande à l'alcool, que ce soit par les étiquettes, des règles plus claires, une meilleure connaissance du produit. Accès aux consultations, un remboursement des consultations en alcoolologie qu'on n'a pas évoqué, mais qui ne sont aujourd'hui pas remboursées. C'est aussi un problème d'accès aux soins. D'accord, c'est bien noté. Remboursement de consultations en alcoolologie. La question de la libéralisation partielle d'une série de psychotropes qui pourraient permettre de mieux encadrer le lien entre consommation et soins et de contrôler davantage la qualité du produit et de lutter contre des mafias qui en plus font échapper des tas de ressources dans les caisses de l'État. Une réarticulation beaucoup plus forte entre soins et prévention qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des plans plus structurés en termes de santé mentale et plus de structure. Tout ça à part, qu'est-ce qui manquerait éventuellement encore comme message à adresser à la fois aux consommateurs de tous bords et puis après au monde politique? Alors, pour les consommateurs, je dirais déjà s'autoriser de se questionner sur ses consommations, quelles qu'elles soient. On parle d'alcool, mais ça pourrait être d'autres psychotropes, licites comme illicites, parce qu'on n'a pas parlé des médicaments, mais là aussi, il y a des drogues licites et des médicaments qui sont très addictogènes et qui finalement posent aussi problème. Et là, on est simplement alors dans l'idée classique que l'excès nuit en tout et que la modération est bonne en tout. C'est aussi simple que ça? Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais effectivement, c'est un bon point de départ. En tout cas, à partir du moment où je m'interroge, ça vaut la peine de se dire je vais m'interroger, mais pas tout seul. D'accord. Et donc de consulter. Pour le politique, on a parlé des mesures très concrètes, mais de manière plus générale, il y a une tendance terrible et qui a un impact sur nos démocraties de manière générale,
c'est de mettre le curseur de la responsabilité de plus en plus sur l'individu. Or, ce sont des questions sociétales. Et cette tendance à aller vouloir stigmatiser, pointer du doigt le consommateur, le migrant, le que sais-je, eh bien, on passe à côté d'une vision systémique et qui, elle, peut sauver l'humanité de ces troubles. Donc, vraiment, c'est une dérive majeure qu'on voit depuis 20 ans et qui s'accélère ici avec notamment nos moyens technologiques et ainsi de suite. Donc, le curseur de la responsabilité, il faut le remettre au niveau de la collectivité. Et ce sont des enjeux collectifs et pas des enjeux individuels. En tout cas, évidemment qu'il y a des enjeux individuels, mais qui sont en fait minimes par rapport aux enjeux collectifs. Eh bien, merci Martin. Je crois que c'est sur cet appel à la nuance et à cet appel à se ressaisir bien des enjeux collectifs et systémiques que nous allons clôturer cet entretien que j'ai trouvé extrêmement précieux, intéressant. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Merci pour ton invitation. Et merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau numéro des Lumières.